Salut, bienvenue. Oliwatade, Kantono Gotaya. Mon président, Kantono Gotaya. Oliwatade, Kantono Gotaya. Tu as la bénédiction des ancêtres. En avant, mon président. Le combat jusqu'au bout, mon président. Oliwatade, Kantono Gotaya. Ceux qui vont se décourager, c'est leur problème. Nous, on va au bout de la lutte avec notre leader, Kanto. Oliwatade, Kantono Gotaya. Oliwatade. Inogotaya, Oliwatade, Oliwatade. Bienvenue à tous et à toutes, c'est votre frère Bertie le Kamit. De son vrai nom, Sikadi Bertrand, est récemment intronisé. Donc c'est Sombungbong. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est celui-là qui viendra relever le monde. La contrée, le village, si vous voulez. Sombungbong. C'est un titre qui n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Il ne faut pas vous amuser. C'est très dangereux ce que je suis en train de dire. C'est là on n'appelle pas n'importe qui Sombungbong. Il faut aller demander dans l'air culturel. Plus grosso modo, Banswa, Bamedjou, Bameka, cette terre-là, Bamungoum et tout. Donc, il faut demander là-bas que les gens vous disent. Ou en pays Bamileki plus facilement. Alors, bon, je suis souvent un peu plus théâtral de temps en temps. Ça fait du bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je vais commenter avec vous. On va commenter ensemble un post que je trouve très très intéressant. De deux connards, de deux baltringues. Deux personnes qui d'ailleurs ont encouragé le génocide au Cameroun. Le génocide des anglophones ici, j'entends. Il y a Stifa la pute, le traître, le baltringue, un jeune qui a d'ailleurs beaucoup de je ne dirais pas de talent, parce que ce qu'il fait, il ne faut pas avoir un talent pour le faire. Je dirais il est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. J'appellerais ça comme ça. Parce que quand on parle du talent propre, il faut que dans un domaine précis, qu'on sente que tu arrives à t'en sortir. Mais je ne vois pas en quoi il est talentueux, parlant ici de Stifa. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, qui sont d'ailleurs sur ma page YouTube. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas prendre des vidéos des gens, collectionner des vidéos de 10, 15, 20 personnes. Tu fais un condensé d'un live, de live, je sais pas, d'une vidéo peut-être de 5, 6 minutes. Où les autres font rire et après tu te passes pour celui qui fait les gens rire. En réalité, c'est pas toi qui fais rire. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Si tu veux jouer le comique, humoriste et tout, tu prends toi-même cette casquette-là, tu t'invites en scène sur la scène, tu rassembles le monde et tu fais faire rigoler les gens. Évidemment, si ce sont des gens déjà qui sont acquis à ta cause, à ta bêtise que tu fais sur la toile, que tu racontes même des inepties, connaissant le nombre de cons qu'il y a dans ce monde, évidemment, je suis désolé. Hein. S'il y a 100 personnes, il y a très peu de gens capables de comprendre certaines choses. Évidemment, je ne m'adresse pas aux gens qui regardent
mes lives ou certains qui peuvent se sentir choqués par ce que je dis. Mais la vérité, c'est que il y a tellement de comptes dans ce monde. Prenons par exemple le Cameroun. Il y a 25 millions de Camerounais. Imaginez le nombre de Camerounais qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe parfois dans leur propre pays. Pas pour autant qu'ils sont cons, mais même en termes d'analyse, en termes d'appréciation, en termes de... Il y a plusieurs éléments. Ils ne se retrouvent pas dans cet univers. Comment vous pouvez expliquer ça que quelqu'un qui vit dans un pays très pauvre arrive à avoir ses 200, 300 francs, il met sa connexion Internet, au lieu d'aller sur Facebook, regarder sur Internet globalement, regarder ce qui peut lui apporter un plus dans sa vie, lui en tant que Camerounais, peut-être regarder en ligne sur YouTube des petits... des vidéos qui peuvent peut-être orienter dans le sens du business, des vidéos qui te donnent des informations clés pour attaquer tel ou tel business. Non, les gens ils viennent sur Facebook insulter ceux qui ont déjà réussi leur vie. Moi, je me considère comme quelqu'un qui a réussi sa vie. J'ai tout pour moi. Contrairement à beaucoup de gens. Donc, quand je regarde ma vie d'il y a peut-être 2011, 10 ans en arrière aujourd'hui, regarde ce que moi j'arrive à faire aujourd'hui. Moi, oui, j'ai réussi ma vie par rapport à beaucoup de gens. Donc, quand je vois un frustré au Cameroun qui n'a pas d'eau potable, qui lutte la nuit avec des moustiques, qui a des problèmes avec Eneo, qui n'a pas de boulot, qui vit encore chez maman, qui n'a rien. Salut Mani Kevin, salut Konagüero, salut, bienvenue à tous et à toutes. Alors, je pense que celui-là a un problème. Au lieu d'aller regarder des trucs sur Internet qui peuvent exactement t'apporter un truc intéressant, tu vas aller t'installer sur un live de, je sais pas, Lolo Fondia qui a organisé un live pour expliquer comment il y a eu un vol de 8 millions. Et les gens sont assis dans le live pendant 2-3 heures de temps pour écouter des trucs qui ne servent à rien. Salut Noé Cameroun, Jacob Fossi également. Salut, bienvenue à tous. Donc moi je parlais ici du cas de Stifa. Moi je dis avec son énergie, ce garçon aurait pu apporter énormément au combat pour la libération du Cameroun. Mais non, il a choisi le mauvais côté. Il a choisi le côté de ceux-là qui oppriment le peuple. Et il se sert donc de ce même peuple-là qui est opprimé. Ce même peuple dont il est complice de l'oppression. Et il vient faire des trucs à la con, il fait croire aux gens qu'il fait rigoler les gens. Il ne m'a jamais fait rigoler. Il ne m'a jamais fait rire. Je ne sais pas à quel moment je peux regarder ces trucs à la con, je tombe souvent dessus comme ça. Et ça me fait rire, moi. On ne collecte pas les images des autres, des vidéos des gens, sans leur autorisation. Et on vient, on balance sur la toile. Et on dit, le père, tu dis quoi? Il raconte une bêtise. Attends, tais-toi d'abord. Non, non, l'autre la parle d'abord. Au final, ce que lui, il dit, c'est tais-toi d'abord. Je ne vois pas en quoi c'est drôle. Ce sont les autres qui font rire. Ce sont les vidéos des gens qui l'exploitent qui font en réalité rire. Ce n'est pas lui l'humoriste. Ce qu'il fait là, c'est de l'usurpation. Ce n'est pas un art ce qu'il fait, c'est de l'usurpation. C'est une sorte de prostitution même. C'est un sacrilège. Dans un vrai pays, il sera arrêté. Il dit bien, dans un vrai pays, il sera arrêté pour ce qu'il fait là. Des trucs comme ça dans un pays comme le Nigeria, des pays comme le Ghana où c'est sérieux, la musique et tout ça c'est sérieux. Tu ne peux pas du jour au lendemain venir sur la scène pondre un bandit, un malfrat du quartier, qu'on appelle, je ne sais pas, Ken de Moutongo, c'est quoi là? Il y a un autre quoi, je vais écouter ça, Grand Barak et autres. Des trucs comme ça à la con. Et plus il est dans la bêtise, plus il est apprécié. Plus son mensonge, plus c'est gros, plus les gens croient. Plus il est dans la bêtise, plus les gens aiment ça. Je me demande souvent comment les gens arrivent à raisonner. Je me demande souvent qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Je n'en reviens toujours pas. Voilà un gars qui allait accompagner les billes en région anglophone et qui a dit à tout le pays que non, tout se porte bien. Tout va bien, la paix est revenue dans les zones anglophones. Pourtant, il parle de ça comme ça. Il a un gilet pare-balles. Mais si tout va bien, pourquoi tu as besoin de mettre un gilet pare-balles? Si tout se porte bien dans les régions anglophones, quelques mois après, boum, il y a eu le massacre de Kumba. Le Baltring était là-bas il y a juste quelques mois pour dire aux gens que tout va tellement bien dans les régions anglophones. Et il part là-bas, étant protégé par les billes. Bataillon d'intervention rapide. Mais je dirais plutôt ici, c'est une milice acquise à la cause du boulot qui est au pouvoir.
C'est une milice qui est là pour lutter pour les intérêts de Paul Biya et non les intérêts du peuple camerounais. Et donc, un connard comme lui, qui sort du vide, qui n'a pas de parcours, sur rien d'ailleurs, mais qui menace les gens au Cameroun en disant « Je suis l'ami de tel général, je suis l'ami de tel ministre, tant que tu vas voir ce que je vais faire. » Heureusement qu'ils font les histoires au Cameroun. Dans des vrais pays, on ne fait pas ça. Donc voilà quelqu'un qui sera protégé par l'armée du Cameroun, l'armée camerounaise va le protéger, l'amener dans le nord. Comme on va d'ailleurs protéger Cabral Libi. Mais les mêmes ont refusé de protéger Kamto dans toutes ses sorties sur l'ensemble du territoire. Mais on protège une rapace comme Stifa. C'est du grand n'importe quoi. Non, ce n'est pas une affaire qui est à la mode. Il y a un certain Onani qui dit que c'est à la mode, c'est comme Zunon fait en Côte d'Ivoire. Bon, il y a l'arrivée des réseaux sociaux qui a fait croire aux gens que non, ce qu'il fait c'est nouveau, ce qu'il fait c'est pas nouveau. Mais sauf qu'il y a des gens qui faisaient ça avant et qui le faisaient beaucoup mieux que ça et qui étaient en réalité des humoristes qui avaient un réel talent, c'est-à-dire qui avaient des émissions et qui participaient. Qui faisait des sketchs, qui faisait des vrais trucs. Souvenez-vous bien, sur STV2, il y avait un gars qui faisait ça au Cameroun depuis très longtemps. Il prenait même il avait eu beaucoup de prix même d'ailleurs à l'époque. On l'appelait, il avait une lunette comme ça, avait un côté qui était retiré, il était très très comique comme ça, il faisait beaucoup rigoler. Et sur STV. Mais puisque c'est de la bêtise, il y a même, je sais pas, des gens qui disent qu'ils vont faire des formations. On fait des formations même pour ça, c'est-à-dire que pour apprendre à quelqu'un comment devenir influenceur web. Il y a des vrais influenceurs web que je connais en France. Il y a des vrais blogueurs en France qui ont des mêmes, c'est-à-dire pratiquement, au journal de 20 h quand il met son live, il est en ligne à 20 h que tu regardes les audiences de TF1, les gars qui arrivent à battre des records, même des chaînes de télévision en France, des gars qui sont hyper suivis. Ils font des vidéos à 15 millions, 20 millions. Tous les jours que Dieu a créé, ils font 20 millions de vues. Mais des vidéos qui font 20 ou 30 millions, voire même plus. Des vrais influenceurs, mais pas des influenceurs dans la bêtise. Pas un influenceur qui va dire aux gens que les régions anglophones sont pacifiées et le lendemain on vient massacrer les gens. Voilà, on appelait ça le journal du bien. Le gars, j'oublie le nom du monsieur. Et il y a beaucoup qui veulent faire croire que non, peut-être c'est nouveau. Moi, j'avais fait une vidéo ici. La vidéo est encore sur ma page YouTube. Il faut cliquer juste Bertie le Kamit. Vous me dites en quoi ce Baltringue vous fait rigoler. Moi, jamais. Dans le monde de l'humour, j'avais appelé, j'ai dit, mais les filles Goncharala et tous ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un gars comme ça, doit être balayé depuis très longtemps. Il est dans l'usurpation. Il n'est rien de tout ça. Il n'est ni humoriste, ni musicien, ni manager. Il n'est dans aucune case de tout ça. Il n'est dans aucune des cases. Le cardinal du bien, merci, Chanson Romani. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Il n'est ni manager. Quand on parle de la culture camerounaise, des promoteurs culturels, il ne l'est pas, il n'en est pas un. Mais il usurpe. Quand on parle de musique, il te sort les Bagram Barak, il sort les qui encore là. Moutungu, c'est le voyou là qui a volé encore récemment. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a une chanson sur YouTube, jusqu'à dire comment il s'est repenti. Récemment, j'ai vu un truc de lui où il était assis au sol, on l'a attaché comme le bobolo. On est en train de le fouetter au quartier. On dit, mais tu as sorti une chanson, donc pourquoi tu voles encore? Il dit que non, moi je passais seulement. Non, le père, je passe seulement. Le feignant a été arrêté, envoyé à Neubel. Donc voilà une société où on met en avant des médiocres, des bandits, des malfrats. L'autre usurpation, c'était le gars qui veut se passer pour le plus gentil du monde en récoltant des fonds, soi-disant, pour dire qu'il va changer la vie du petit Fali. Jusqu'à dire comment j'ai lavé ma main sur petit Fali, comme s'il était Dieu. Oh, j'ai lavé ma main sur lui. Je veux voir ce que l'enfant là va devenir, comme s'il était Dieu. Donc genre, s'il lâche l'enfant, l'enfant est voué à l'échec, quoi. Le cardinal Aristide Ier. C'est juste incroyable. Et c'est des gens comme ça chez nous qu'on met en évidence. Il avait se fait humilier dans un live face à Nathalie Koa. Et il a voulu jouer encore dessus. Et il y a des cons qui sont encore tombés dans cette mouvance-là.
Quand Nathalie Koa insulte, lui dit qu'il a porté, je ne sais plus, un sac banjok qu'il appelle le costume et tout, le gars a mis sa vente aux enchères, maintenant il fait son buzz avec partout. Donc on est finalement dans la culture du buzz. Le fond n'y est pas, il n'y a rien au fond, on est dans la culture du buzz. Si tu prends 500 ou 100 personnes seulement, même 20 personnes, tu mets là, tu dis ok, tiens, tu as le micro, va faire rigoler les gens. Stéphane ne peut faire rire personne. Il ne peut faire rigoler, je dis bien personne. Mais il est dans l'usurpation. Il se fait passer pour un humoriste, il ne l'est pas. Il se fait passer pour je ne sais pas quoi, il ne l'est pas. Il est ami avec les généraux. Je ne sais pas s'il peut donner quelle partie de son corps là-bas. Il menace les gens au Cameroun partout. Bon, je ne dis pas. Hein. C'est papa qui le dit. Il dit que Stifa est une fiotte, une pute, qui se livre au ministre du Cameroun, qui se livre aux généraux du Cameroun. Ça, c'est papa qui le dit, c'est pas moi. En tout cas, moi, je vais revenir sur ce qui m'intéresse ici. Donc, il y a un échange entre lui et celui qu'on appelle Fonza Ketompo, c'est quoi là, le genre de Satan Momo. Je vais aller très vite là-dessus. Très cher Stifa, parce qu'il est allé certainement en Côte d'Ivoire, je crois il y a une vidéo de lui où il montre le port, le barrage, Félix Houphouët-Boigny, non pas Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, et il essaie de, voilà, de vanter la Côte d'Ivoire et tout. Donc, il est revenu, je crois qu'il a pris conscience ces derniers jours, mais ça risque de s'effriter, ça va voler en prix d'ici quelques jours de toute façon. Très cher Stifa, ça c'est comme ça, genre de Satan Momo qui s'adresse à lui. Cher compatriote, j'ai suivi avec un air très amusé une vidéo de toi dans la plus importante ville d'un pays frère et ami en Afrique de l'Ouest. Je t'ai entendu dire parce que tu traversais une artère de la ville d'Abidjan, dit baisse la vitre, il faut que les Camerounais voient bien et prennent de la graine. Comme vous voulez, vous ne voulez pas évoluer là. Il faut savoir que les autres pays évoluent. Mon cher Stifa, qu'est-ce qui t'a dit que le Cameroun est en concurrence, voilà, avec qui que ce soit ou quel autre pays que ce soit. Jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun et les Camerounais ne sont en concurrence qu'avec eux-mêmes. Je m'explique. Tandis que toi, pour dormir à Abidjan, tu vas au Sofitel Hôtel d'Abidjan, qui est un hôtel appartenant au groupe hôtelier français Sofitel. À Douala, moi, je loge à l'hôtel La Falaise Bonaprise du Camerounais, Pascal Moncam, dont le luxe et la beauté n'ont absolument rien à envier au Sofitel français d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bon, le feignant Jean de Diable Momo veut faire croire aux Camerounais que en Côte d'Ivoire, la plupart des investissements de toute façon, ou tout ce qui est infrastructure hôtelière, appartient aux Français. Et au Cameroun, non, ça appartient aux Camerounais. Ça ne veut pas dire que lui, il est patriote quand il dit ça. Il faut suivre son discours, Jean de Diable Momo, quand il était de l'autre côté, et il insultait bien tous les jours en disant qu'il est vieux, et que ses grabataires doivent être dégagés. On ne peut pas, objectivement, j'aime mon pays, le Cameroun, et même quand je vais comparer, quand je suis objectif dans des comparaisons, la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur le Cameroun. J'aime bien mon pays, mais je ne peux pas dire que le Cameroun est au même niveau que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a eu la première fois de sa vie en tant que jeune État. L'autoroute, c'était, je crois, en 2008-2009, un truc comme ça. Pour la première fois, on a eu une petite autoroute à Yassa, de la sortie de Yassa, pour l'axe Douala-Yaoundé. Il y a eu un petit truc comme ça, non loin du quartier où je vivais à l'époque quand j'étais étudiant, à côté de Niala, si vous voulez. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, à ces niveaux, ils sont tellement avancés. Il n'y a même pas photo. Les infrastructures, il n'y a pas photo. Côte d'Ivoire-Cameroun. Mais s'il veut dire aux gens que en Côte d'Ivoire, les infrastructures sont de très bonne qualité, sont du standing international, il faut aussi rappeler en même temps que c'est pas simplement parce que c'est financé par la France. Il faut aussi dire qu'au Cameroun, il y a beaucoup de trucs qui sont financés par l'étranger, bien qu'il y ait quand même cette main-là interne, ces opérateurs économiques camerounais qui ont boosté l'économie de l'autre pays. On peut parler ici en l'occurrence des milliardaires, des multimilliardaires camerounais qui ont percé dans le domaine de, voilà, que ce soit du sport, la brasserie, que ce soit les produits de première nécessité. Ils produisent beaucoup.
On est d'accord, ça on ne peut pas le nier. Mais il ne peut pas expliquer aux gens que ce qui est là-bas, c'est parce que non, il y a des Français qui sont arrivés et au Cameroun, ce sont des Camerounais eux-mêmes qui le font. Non. Au Cameroun, évidemment, il y a cette main-là qui participe, on va dire autour de 14-15%. D'accord, mais il ne faut pas oublier, les villes du Cameroun, au même titre que les villes de Côte d'Ivoire, sont créées par des Occidentaux, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé. Les Douala qui aiment bien dire que le port est chez nous, ce n'est pas les Douala qui ont créé le port de Douala. Le plan de la ville de Douala, tout ce qui est là-bas, ce sont eux qui ont créé, ce sont les Occidentaux qui ont créé lors de la colonisation. Ce sont des villes à la base allemandes. Que ce soit Douala, Yaoundé, Boya et tout, ce sont des villes. Par la suite, il y a eu l'arrivée des Français. Ils ont construit quelques ponts, ils ont construit quelques hôpitaux. C'est des trucs qu'on ne peut pas nier. Quand tu veux faire un travail historique objectif à ce niveau, tu ne peux pas nier. Mais il ne faut pas qu'on nous fasse croire que en Côte d'Ivoire, tout ce qui est là-bas, c'est des Libanais, c'est des Français, et qu'au Cameroun, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Non, le palais présidentiel camerounais est un don. Sia TV, c'est conçu par les qui? C'est les Camerounais qui ont conçu la Sia TV, qui ont financé le complexe sportif qu'il y a là. Les terrains de football que nous avons chez nous. Même ce qu'on a appelé axe lourd. Nos hôpitaux. La plupart du temps, si on veut bien voir, ce sont des Occidentaux qui les ont construits et surtout, le régime en place n'a pas donné la possibilité aux opérateurs économiques camerounais d'émerger dans ce secteur. Donc, on va continuer. Mais l'hôtel Résidence La Falaise est en concurrence avec Crystal Palace de Douala, du Camerounais Samuel Foyou, ou avec la société hôtelière Djega Palace du Camerounais l'honorable Jean-Claude Feuteux, dit Claude le Parisien. C'était le maire de la ville où j'ai d'ailleurs eu mon brevet, à l'époque 2004-2005. Feuteux Jean-Claude, dans la ville de Tonga, c'est dans l'Ouest Cameroun, département du Ndé. Est-ce le cas dans ton pays évolué par rapport au Cameroun? Il raconte des conneries, genre du diable Momo. Tu es arrivé sur les réseaux sociaux avec un slogan qui aujourd'hui se trouve être creux. Je suis patriote, Cameroun d'abord. Bon, Steve, il est tout sauf un patriote. Hein. C'est un gars qui est là pour se remplir les poches. C'est un opportuniste, tout simplement. Patriote, il dit patriote, il est en train de vendre ses t-shirts, bien sûr. Hein. Est-ce que tu as au moins une idée de ce qu'est le patriotisme? Connais-tu le sens profond de ce mot qui a été pour toi, à tes débuts, qu'un fonds de commerce? Bon, après, qu'est-ce que le patriotisme? Il va rentrer dans des détails qui ne sont pas importants. Tout le monde ici sait ce que c'est. Je ne veux pas revenir dessus. Maintenant, quand tes hôtes de circonstances auront terminé de te balader dans les beaux quartiers à majorité expatriés, qu'ils t'amènent également dans les bidonvilles d'Abidjan. Bidonville d'Abidjan, ça vaut mieux que le cœur de la ville, je crois, de Douala. Il n'y aura pas comparaison à ce niveau. Même si ce sont les étrangers, Yaoundé, ça ne ressemble à rien. La poussière d'un Golmet 5 et tout ça, je ne pense pas que l'Éthiopie ait quoi que ce soit envié au Cameroun à ce niveau. Je ne pense pas que le Rwanda, je ne pense pas la Guinée équatoriale d'à côté, même le Congo-Brazzaville, le tout petit Congo-Brazzaville, en termes d'infrastructure, a beaucoup donné, a beaucoup apporté ces dernières années. Donc, faut pas qu'il nous fasse croire qu'il est ministre parce qu'il aime trop son pays. Il y a quelque chose qui me fait croire que ce monsieur de Biya, bon, évidemment, il ne contrôle plus rien, mais est-ce que ce monsieur est encore vivant? Je ne saurais vraiment, mais il y a des signes qui prouvent que de toute façon, il ne contrôle plus rien. Un Biya contrôlant le Cameroun n'aurait jamais validé Jean de Dieu Momo ministre. Jamais. Un tel pareil, ministre au Cameroun, Biya avec toutes ses facultés mentales et physiques, n'aurait jamais validé un tel mec. Ministre. Il faut également nous montrer des directs comment l'aéroport de Korogo, la 4e ville de Côte d'Ivoire, est beau, propre et surtout waouh. Et il fait ça, il sort des photos de l'aéroport de Korogo. Il n'a même pas honte. Ce bâtard. Le Cameroun, à travers son président de la République, Paul Biya, ben voilà, dans sa politique de développement et de modernisation, n'a pas tout concentré dans une seule ville, comme c'est le cas où tu te trouves actuellement, mais a plutôt opté pour une politique de décentralisation de manière à ce que celui qui vit à Bafoussam, Bamenda, Boya, Limbe, Kribi, Ebolo, Bertois, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kribi, Edea, ait accès
sur place aux mêmes facilités que celui qui vit à Yaoundé ou Douala. Mensonge. Qu'est-ce qu'il raconte? On transporte les gens de Edea, de toutes ces villes-là, de Boya, partout pour venir se soigner à Douala. Si on avait fait des hôpitaux partout dans le nord, si on avait construit partout sur l'ensemble du territoire, on n'aurait pas besoin de partir loin de Ngaoundéré pour venir se soigner, partir de Maroua pour venir se soigner à Douala. On n'aurait pas eu besoin de tout ça. On n'aurait pas eu besoin de partir, par exemple, de Fumban, qui est juste à quelques kilomètres de Ngaoundéré, pour redescendre loin à Yaoundé et venir prendre le train à Yaoundé avant de monter jusqu'à Ngaoundéré. J'ai fait ce chemin-là en 2011 quand je partais du Cameroun. Je me souviens encore très bien. Départ du train. Gare centrale, gare voyageur de Yaoundé, 18h10. On est arrivé le lendemain à Ngaoundéré à 13h30. Le train est là, c'est le train marchandise. Hein. Là où les gens sont assis, il y a en même temps des poulets, il y a des chèvres, il y a le kunkum dedans. Il y a les gars qui marchent devant toi, ils montent, ils descendent toute la nuit, ils crient dans tes oreilles. Amakatuma Tumi Tum Tum, Amakatuma Tumi. Ils vendent tous les produits. Ils vendent des arachides, des bonbons. Oh, c'est pas possible. Toute la nuit, tu ne peux pas te reposer. Et même quand tu pars dans le VIP, qu'ils appellent VIP, tu regardes le VIP, ça fait honte. Ça fait honte. C'est ce qu'ils appellent au Cameroun le VIP. Tu regardes l'état des toilettes. Il devient intéressant, Stifa, de temps en temps. Parce que je me souviens, dans un de ces trains-là, il avait filmé les toilettes et il a dit, voilà les toilettes du train VIP du Cameroun. Ça, c'est très bon signe, ça. Honnêtement, avec ces audiences qu'il a, il aurait beaucoup apporté dans le combat que nous sommes en train de mener contre ce régime. Mais il a choisi de servir plutôt le régime. Et de temps en temps, il veut nous faire croire que non, il est contre le régime. Mais on sait que ce sont des gens qui mangent sur la même table. Mais qu'il se méfie. Mais je dirais, si on était dans un vrai pays, un pays où des gens, de toute façon, il y a quelques Camerounais, une poignée de Camerounais qui reconnaissent ce qu'on appelle des valeurs, des véritables valeurs dans ce pays. Des garçons comme Bibou Nissa, quand je les cite, je ne cite pas ces garçons-là pour rien. Je suis très avare en compliments, mais quand je me lève pour donner des compliments aux gens, je suis très très dur là-dessus en compliments, mais quand je me lève pour donner des compliments, comme ça à quelqu'un, il faut savoir que cette personne a du mérite. Mais il y a des Camerounais qui reconnaissent ça. Il y a des Camerounais qui vraiment savent voir. Ils savent déceler ces talents-là. Ils savent voir les valeurs. Contrairement à la grande masse qui est dans le japap, qui est dans l'émotion, qui n'analyse rien et qui court bêtement derrière quelqu'un. Non, le gars là, non, il est trop fort. Non, il est trop fort. En réalité, il est fort avec quoi? C'est vide. Je finis dans le texte. Je peux comprendre que tu feras ton Nyama en Côte d'Ivoire. Mais de là à vouloir dénigrer le Cameroun et les Camerounais juste parce que tu as vu 3 ponts. Bah, 3 ponts, c'est déjà pas mal pour une ville comme Abidjan. On aurait pu en faire pareil, voire même plus dans la ville de Douala. 2 échangeurs, 4 immeubles et quelques kilomètres de route. Tu vois, il essaye de minorer expressément, mais Abidjan, c'est une très belle ville. Peu importe que Abidjan soit construit par des Libanais, qui sont d'ailleurs nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire, donc c'est leur pays aussi. Vous n'allez pas me dire que des gens qui sont en Afrique du Sud aujourd'hui, les 8% de blancs sud-africains ne sont pas sud-africains parce qu'ils sont blancs de peau. Même si l'Afrique, à l'origine, c'est le continent des Noirs, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils sont sud-africains, ils y sont depuis plus de 2 siècles. Les Hollandais, les Boers qui étaient arrivés, la suite les Anglais qui sont arrivés, il y a d'ailleurs eu 2 guerres entre Anglais et Hollandais. Il y a eu à la suite ceux qui sont du sud de la France, là. Ceux qui cultivaient des raisins et qui faisaient du vin dans le sud de la France, qui se sont finalement installés en Afrique du Sud aussi pour une bonne partie, qui ont construit la ville de Bloemfontein. Il y a l'un des leaders qu'on appelait Eugène Terre-Blanche qui avait été assassiné en 2010 lors de la Coupe du Monde par les services, un membre des services secrets de l'ANC. J'avais déjà expliqué ça ici dans l'un des lives. Où il était couché, on est venu, bah, on a tranché la tête. Et le monsieur qui a tranché sa tête était victime de la brutalité de Eugène Terre-Blanche. Et lors de la Coupe du Monde, de l'ANC a tout fait pour l'infiltrer. D'ailleurs, c'était le cas depuis, c'était un projet depuis 2006.
Séverin, papa, il est dans le live, je passe le bonsoir. Tom Lionel, salut, bienvenue. Donc, j'étais en train de dire, ce sont les Huguenots, voilà, des populations qu'on appelle les Huguenots, partis du sud de la France pour peupler cette partie. Vous n'allez pas me dire que depuis 2 siècles, ils y sont, ils ont bâti le pays, ils ont donné tout ce qu'ils ont donné, ils ont pu donner. Il y a eu des massacres d'un autre côté, évidemment, avec la complicité, bien sûr, des Noirs. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas dans leur pays. Donc, pour finir avec la petite histoire, le monsieur, on l'appelait Moulangou. Voilà, on l'appelait Moulangou. C'est lui qui avait tranché la tête de Eugène Terre-Blanche, c'est-à-dire c'était un infiltré de l'ANC qu'on avait envoyé depuis 2006. Le projet était en cours. C'est-à-dire qu'il fallait le faire à un moment de l'histoire où tout est concentré sur un objectif mondial, continental, comme la Coupe du Monde. Et donc, en 2006, tout avait été planifié. Mais il y a le Maroc qui a trahi en donnant son vote à l'Allemagne qui a finalement organisé la Coupe du Monde de 2006. Et donc l'année qui a suivi, l'édition qui a suivi, en 2010, l'Afrique du Sud organise donc la Coupe du Monde. C'est là où le piège se fait. Donc Eugène Terre-Blanche ne s'attendant pas, il y a donc Moulangou qui va l'infiltrer et devenir son domestique. Il va venir déposer sa demande comme tout le monde et demander du travail. On va lui dire, ok, vas-y, tu vas nettoyer le sol, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Sauf qu'il avait un plan en tête, bien ficelé. Et Eugène Terre-Blanche ici, il faut rappeler que c'est celui-là qui était le patron du Ku Klux Klan version sud-africaine. Et il était à l'origine à lui seul de plus de 300 personnes massacrées. Il arrêtait des Noirs comme ça en plein jour, il coupait les têtes. Eugène Terre-Blanche. Et donc, il y a ce règlement de compte par les services secrets de l'ANC. D'ailleurs, certains depuis Lusaka a piloté toute l'opération. Donc, il arrive, il est en train de dormir, il s'oublie, Eugène Terre-Blanche. Et donc, Moulangou, dont le frère avait été tué par la même milice, le Ku Klux Klan, de Eugène Terre-Blanche. Et donc, il lui tranche la tête. Donc, en plein sommeil, vers 14 h, il faisait sa sieste. Il avait déjà préparé tout. Et il a donc sorti sa machette. Il a tranché tout simplement sa tête. À une période où tout le monde était concentré sur le football. C'est comme ça qu'il a disparu. Après ça, il y a eu un simulacre de procès et tout. Mais la plupart des avocats qui avaient été montés autour, et même le procès, étaient tous de l'ANC. Et on a exfiltré le monsieur. On a pu donner de nouvelles par la suite. C'était lui qui était chargé, le jour de l'investiture de Nelson Mandela, d'envoyer un sniper spécialisé. Il avait d'ailleurs menacé l'Afrique du Sud en disant que si un Noir, pour la première fois de l'histoire, si un Noir est président, il y aura problème dans ce pays. Et ce Noir, président, sera massacré. Et donc, il avait chargé un spécialiste qu'on appelait Nick Dutoit, qui était chargé ce jour-là d'abattre Mandela. Sauf que Mandela est de la grande classe. C'est un initié. Ceux qui ont compris, ont compris. À plusieurs reprises. Pac, 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 la balle n'est jamais sortie. Mandela. Mandela. Les racailles qui sont sur Facebook qui disent comment Mandela. Ils suivent des inepties de Pougala pour expliquer aux gens comment Mandela était un traître. Les gens qui n'ont jamais sacrifié 2 heures de leur vie. Ils n'ont même jamais fait la cellule. Moi, je suis passé par la case prison au Maroc. Je sais ce que c'est. J'ai fait 2 semaines de cellule. Des fois, on était abandonné 2 jours, sans boire, sans manger. Tu donnes même l'argent au policier, achète-moi à manger, il prend, il met dans sa poche. Il te traite de nègre, il te traite de tout, il crache dessus. Il ouvre la cellule, vous êtes tous des noirs, là, il crache sur vous. Il ne rend compte à personne, même s'il vous tue. Il est dans son pays. Et donc, les gens qui n'ont jamais fait 2 jours de cellule vont s'élever, juger quelqu'un qui a fait 27 ans de prison pour sa liberté. Allez lire les bouquins, je vous avais présenté ça ici, la dernière fois. Où Mandela lui-même dit, il a refusé de sortir par 6 fois. 27 ans de prison, on dit à quelqu'un sort, il refuse. Donc, pour ne pas trop rentrer dans les détails, ça c'est un tout autre sujet. J'avais déjà parlé de ça ici. Donc, tu te dois de rester patriote en tout temps. L'exemple que je prenais, c'était juste pour faire comprendre que ce soit construit par des Libanais, comme d'ailleurs Nairobi, il y a beaucoup de gratte-ciel, des grands immeubles à Nairobi qui sont construits par des
cette minorité-là, qu'on appelle les Indo-Pakistanais. Ils y sont depuis des siècles. Depuis 1911, 1912, comme ça, je crois, quand les Anglais étaient arrivés, ils sont venus avec cette main-d'œuvre-là, des Indiens, des Pakistanais qui étaient comme les esclaves et qui travaillaient des plantations, des chemins de fer et tout. Ils y sont, ils ont leur quartier, ils font partie de la 44e tribu. Ils ont été intégrés comme étant une tribu, faisant partie d'une tribu kenyane. Le président Uhuru Kenyatta l'a rendu officiel. Vous n'allez pas me dire qu'ils y sont depuis des siècles et c'est pas chez eux. C'est pareil que vous allez dire. Bah, dans ce cas aussi, les Antillais, ils ne sont pas des Antilles. Parce que pour la plupart, ils sont venus d'Afrique. Les Noirs, donc, qui sont au Brésil ne seraient pas brésiliens ou bien américains ne seraient pas américains parce qu'ils viennent d'ailleurs. Même si, à la base, disons, on reconnaît cela, oui. L'Afrique, c'est le continent des Noirs. Berceau de l'humanité et de toutes les civilisations. Et même berceau des religions. Donc, voilà. Il y a maintenant une réponse de Steve Fa. Il dit même d'ailleurs quoi, que quand il a vu, on a été Paul Biya, président de la République du Cameroun, il a arrêté de lire la suite. Droit de réponse. Très cher, j'ai arrêté de lire votre discours. Ça, c'est sa réponse comme ça à Jean de Satan Momo. J'ai arrêté de lire votre discours quand j'ai lu président de la République Paul Biya. Donc, il y a des moments, il retrouve sa lucidité, hein, Stifa. Il y a des moments, il est lucide. Moi, j'ai cessé d'être avec lui depuis que j'ai fait la vidéo pour lui demander de prendre sa retraite en lui suggérant quelques noms pour le remplacer. Mais qui es-tu? Mais c'est osé quand même. Une racaille pareille. Un baltringue qui se lève, il dit, moi je lui ai suggéré, tu suggères à Biya, c'est-à-dire on est dans un pays de droit, où il y a une constitution, c'est toi qui suggères à Biya. Regardez-moi le gars qui dit qu'il suggère à Biya, des remplaçants. Non mais le Cameroun est mon pays. Non mais il y a des moments, je peux exploser quoi, je peux exploser. Donc voilà quelqu'un prétentieux. J'ai cessé d'être avec lui, c'est-à-dire Paul Biya, depuis que j'ai fait la vidéo pour lui demander de prendre sa retraite en lui suggérant quelques noms pour le remplacer. C'est ça être patriote, ouvrir les yeux et reconnaître que les choses n'avancent pas malgré la volonté de celui qui est censé les faire avancer. Vous êtes donc très mal placé pour me parler de patriotisme. Et je peux le dire avec prétention, quand j'ai fait, et les gens ont vu, tu as fait quoi les gens ont vu? Cameroun, terre de mes ancêtres. Terre de mes ancêtres. Quand je pense qu'au Cameroun, pour passer le bac, pour passer le brevet, il fallait être calé. Il fallait être calé. Mon grand-père, il est mort malheureusement. Il avait 65 ans. Il n'avait que le CEPE. L'époque. Quand il écrivait, je n'en revenais pas. Quelqu'un qui n'a eu que le CEPE à une époque où il y avait la guerre, il est né en 1945, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et c'est dans ce contexte-là, il faut rappeler que cette Deuxième Guerre mondiale, le terrain de bataille était aussi, le Cameroun faisait partie des terrains de bataille qu'il y a eu. Il y a eu des batailles en Afrique. La Première Guerre mondiale, pareil, il y a eu des batailles sur le territoire africain. Je lisais encore récemment un bouquin sur l'histoire de France, bon, avec quelques mythos qui mettaient plus l'accent sur le débarquement en Normandie. J'en discutais d'ailleurs il y a encore 2 jours avec un pote. Je disais, ces historiens, ou alors ces falsificateurs de l'histoire ne sont pas assez sérieux quand ils parlent du débarquement en Normandie pour y mettre en avant, si vous voulez, le débarquement en Normandie, simplement parce qu'ils voudraient occulter un fait historique qui est encore vérifiable. Ils disent que les Américains ont débarqué en Normandie pour venir mettre fin à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et tout. Ou du moins, c'est cet acte-là qui a sonné la guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est totalement faux. Je parle de ça et je ne vais jamais me lasser de le répéter ici, que les Africains comprennent cette partie importante de l'histoire. Quand des Blancs français s'assoient pour parler de ça,
s'ils mettent l'accent sur le débarquement en Normandie pour dire qu'il y a quelques Américains qui sont venus mourir pour la cause de la France, d'ailleurs, à remarquer, à préciser que ces Américains étaient pour la plupart des Noirs, un peu comme des Buffalo Soldiers, des soldats noirs américains qu'on envoyait comme chair à canon quand il y avait des guerres. Pareil que la France, quand elle est en guerre, elle cherche des sous-traitants en Afrique qu'on envoie comme chair à canon pour aller se faire massacrer au nom de la France. Cette partie de l'histoire est tellement importante que je ne vais jamais me lasser de le dire. La véritable bataille qui a libéré la France. La France n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand vous regardez quand vous regardez la photo finale, vous avez Winston Churchill, vous avez Franklin Delano Roosevelt et vous avez Staline qui apparaissent. N'est-ce pas? Et donc, quand ils apparaissent sur cette image, il y a toujours une question qui revient. Pourquoi le général de Gaulle n'en fait pas partie? Il n'en fait pas partie pour la bonne et simple raison que la France fait partie des pays qui ont été libérés. La France est un pays libéré, mais la France n'est pas un pays vainqueur de la guerre. Parce que le général de Gaulle est ce que beaucoup ont appelé un général fuyard. Il n'était pas sur les fronts, il n'était pas sur le front de guerre. Et donc, quand il parle du débarquement en Normandie, l'aide américaine, c'était plus sur le plan infrastructurel. C'était plus sur le plan des infrastructures, je vais dire logistique plutôt, du matériel. Et surtout avec quelques chairs à canon qui étaient majoritairement des Noirs. Même si, quand ils présentent aujourd'hui, on montre plus de quelques Blancs qui sont morts pour la France, il y avait beaucoup de Noirs américains parmi. La véritable bataille s'est passée. La véritable bataille s'est passée où? À Bir Hakeim, dans le désert en Libye. C'est pour ça que vous avez ici, en bas de la tour Eiffel, vous avez une station de métro appelée Bir Hakeim. Vous pouvez donc cliquer sur Google pour chercher à savoir. Donc, l'Allemagne ici, hitlérienne, ayant négligé l'Afrique, souvenez-vous, il y a un bouquin écrit par Kouma Ndoumbe III, brillant livre d'ailleurs, intitulé « Hitler voulait l'Afrique ». Justement parce que Hitler avait compris par la suite que la France était ce carburant-là qui alimentait, l'Afrique, pardon, était ce carburant qui alimentait la France. Anissé Bébé Mbanger, je n'aime pas ceux qui se prennent pour des spécialistes. Je n'ai pas dit ici que j'étais historien, je suis féru d'histoire, je m'intéresse à l'histoire. Donc toi qui veux te passer pour le spécialiste, tu sors des dates, tu balances des trucs dont tu n'es même pas capable, tu n'as pas le moindre élément, et maintenant tu viens dire, tu vas avoir les dates, tu vas avoir ceci. Soit tu es sérieux dans ce que tu fais, si tu veux un véritable débat, soit tu te tais, tu écoutes. Donc je suis en train de parler ici de la bataille de Bir Hakeim qui s'est passée en Afrique. Cette guerre-là, cette bataille, mettait aux prises les soldats allemands, dirigés ici par le renard du désert qu'on appelait Rommel, qui avait demandé de l'aide à plusieurs reprises à Hitler pour gagner cette bataille, cette position stratégique qui a finalement aidé la France, c'est-à-dire que la véritable libération de la France est venue des soldats qui se sont battus dans le désert libyen, mais cette partie est pratiquement occultée. Je vais encore ressortir des bouquins la prochaine fois, mais je ferai un vrai sujet, un vrai live là-dessus. Donc, j'étais en train de prendre ce petit exemple pour faire comprendre que c'est fait exprès généralement de minorer, de faire comme si ça n'a pas existé, alors qu'en réalité, cette bataille est la bataille la plus déterminante, la bataille la plus importante qui a contribué à la libération de la France. Pays libéré, mais pas pays qui a gagné la guerre. Je vous avais déjà... j'avais déjà fait un live ici. J'avais parlé de ça pendant très longtemps. J'avais apporté d'ailleurs beaucoup de détails et j'avais des bouquins avec moi que j'ai pris dans ma bibliothèque que j'avais présenté ici. Donc, on continue. Il répond donc, c'est ça être patriote, ouvrir les yeux et reconnaître que les choses n'avancent pas malgré la bonne volonté de celui qui est censé les faire avancer. Bonne volonté de Paul Biya, j'en doute.
Vous êtes donc très mal placé pour me parler de patriotisme, et je peux le dire avec prétention, car j'ai fait. Et c'est le même Stifa, rappelez-vous, il y a juste quelques semaines, était à l'anniversaire de Jean de Diable Momo. Ils ont trinqué, ils ont dansé, ils ont bu ensemble. Ils ont fait la fiesta ensemble. Quand j'ai fait, les gens ont vu. Quand le gars dit il a fait, les gens ont vu. Jusqu'à présent, je me dis, non seulement il dit qu'il a fait, les gens ont vu d'un, de deux. Il dit avoir suggéré à Paul Biya la liste des gens pouvant, des potentiels candidats pouvant le remplacer. Non mais, franchement, je dis, c'est très grave. Alors, parlez donc du RDPC et son illustre chef et arrêtez-vous là. Être patriote, ce n'est pas la fierté à tout prix. Ce n'est pas faire le gros dos dans zéro. Être patriote, c'est aussi savoir reconnaître que les villes qui ne valaient pas les nôtres il y a quelques années commencent à nous dépasser, évidemment. Quelle que soit la provenance des investissements, que votre haine de la France ne vous fasse pas dire n'importe quoi. Jean de Dieu Momo qui raconte ses inepties, sa fille fréquente ici, hein. Il a lui-même ici squatté un moment, il demandait l'asile. Il a fui, rentré. Il a d'ailleurs fait ses études en France. Vous pouvez cliquer sur, thèse.fr, vous mettez le nom de Jean de Dieu Momo, vous allez voir son cursus, il a fréquenté en France. Même comme aujourd'hui, ils sont à la mangeoire, ils veulent faire croire aux gens que la France est une poubelle, la France est à l'origine de tous les problèmes. Ce n'est pas la France qui empêche les dirigeants camerounais de construire des hôpitaux pour leur population. Ce n'est pas la France qui empêche les Camerounais, les dirigeants camerounais, de construire des autoroutes. D'autres pays arrivent à le faire. Pourquoi pas nous? Vous voyez, des villes comme Dubaï, Addis Abeba, Genève se sont développées uniquement grâce à la force financière des Émiratis, des Éthiopiens ou des Suisses. J'ai été dans toutes ces villes plus développées que les nôtres, mais je n'ai jamais comparé parce que je sais également que nos stades que nous construisons depuis une éternité sont rendus possibles grâce à la main invisible chinoise. C'est une main d'ailleurs très très visible. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Chinois sont beaucoup détestés en Afrique, parce que, notamment en Afrique francophone, beaucoup sont détestés, parce que les Chinois contribuent à combattre la corruption avec leur technique d'échange, si vous voulez, de partenariat gagnant-gagnant. Je prends du manganèse pour 20 ans, ok, en échange, je vous donne des hôpitaux, des autoroutes, des écoles. Donc l'argent ne transite plus par des ministres qui sont là pour se remplir les poches, et donc ils se sont tous mis en branle contre les Chinois. Et c'est ce que les Français font d'ailleurs, parce que dans ça, ils gagnaient beaucoup d'argent. Vous allez voir, la plupart des reportages sur France 24, les reportages sur BFM, ils sont là pour s'attaquer aux Chinois. Ils sont là pour s'attaquer aux Chinois. S'attaquent aux Chinois, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. L'Afrique qui était leur chasse gardée, désormais n'appartient plus seulement à la France, le précaré français du moins. Maintenant, il y a des nouveaux acteurs venus de partout, du Japon, de la Turquie, du Brésil, de la Russie, de la Chine et tout ça, qui sont aussi venus s'intéresser à ce gâteau. Et donc, notre prédateur traditionnel qui est la France, a aussi derrière maintenant un autre prédateur qui est la Chine, le Japon et d'autres puissances. L'Amérique surtout. Dans ce gâteau-là, ah oui, c'est super si le Nigeria a sorti son vaccin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que nous-mêmes, on se mette sur le terrain. Le Nigeria a 4000 médecins. 4000 médecins. Je dis bien 4000 médecins spécialistes, hein, pas des généralistes. 4000 médecins spécialistes aux États-Unis. Et imaginez si ces 4000-là sont rapatriés au Nigeria, dans un pays qui fait 200 millions d'habitants. Ce qui serait capable de faire peut-être d'ici 5-10 ans. D'ailleurs, les Nigérians sont revenus à Lagos récemment. Ils ont inauguré l'un des plus grands laboratoires d'Afrique. Les gars ont des projets pharaoniques. Ils ne sont pas au niveau des Camerounais où on chante Martin Bargangele, le père de la police. Les gens en 2021 sont encore en train de chanter Martin Bargangele, le père de la police, dont la police est devenue sa maison, c'est sa propriété privée. Je me rappelle qu'on nous donnait même souvent les noms des ministres. Ministre de ceci. Ministre à l'époque au Boufégué. Je crois que c'était lui qui était à la SNEC, quelque chose comme ça. Le vieillard, Mouan qui est maintenant au Sénat, c'était lui à Sonnel. Je me rappelle très bien quand on allait à l'école, on avait des listes là, avec des ministres à la tête de, voilà, des ministères et tout. Mais oui, la Russie a sorti son vaccin depuis longtemps. La Russie, ils ont le vaccin qu'ils appellent Sputnik 5. Ils ont le vaccin l'un des plus puissants d'ailleurs. Les Cubains, petite république là, le Cuba a sorti son vaccin. Il y a plusieurs pays.
dans l'Union européenne, il n'y a aucun pays qui a sorti un vaccin en Europe. Aucun. L'Angleterre qui a sorti AstraZeneca est aujourd'hui combattue par toutes ces puissances-là. Tout le monde fait tout pour combattre l'Angleterre qui a sorti AstraZeneca. Mais ceux qui bavardent en Allemagne, en France, un peu partout, n'ont pas de vaccin. Personne n'a sorti de vaccin dans l'Union européenne. Aucun pays. L'Amérique, Moderna, tous les trucs de Pfizer, Sinovac et tout ça, c'est la Chine qui est derrière, de toute façon. Donc, voilà le cher Stifa pour finir là-dessus. Même l'exemple de tout à l'heure, hein, j'aurais pu prendre non seulement l'exemple des Libanais, j'aurais pu prendre l'exemple de la minorité blanche qui est encore aujourd'hui au Zimbabwe, la minorité blanche qui est aujourd'hui encore en Zambie. Les gens sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Vous n'allez pas me dire que ils sont pas chez eux. Donc, remarquez bien que, oui, Willy Sagnol, t'inquiète, je descends. Donc, j'aurais pu citer également, vous avez vu récemment, le président de la Zambie, c'était un blanc. Guy Scott, président de la Zambie, il est blanc, né, grandi à Lusaka. Au Mozambique, il y a beaucoup de blancs mozambicains. Au Zimbabwe, je crois, il y a eu un certain Bruce Gobela, il y a eu beaucoup dans l'histoire de l'Afrique. Des gens, il y a des blancs au Maghreb, il y a des gens qui sont pas comme moi, ils sont pas noirs comme moi, qui sont marocains, qui sont algériens, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Continuez le partage du live. Je pense que l'essentiel ici, hein, c'était de parler de... L'essentiel était de parler d'un côté, n'est-ce pas, de Steve Fa. D'un autre côté, j'ai parlé de Jean de Diable Momo. J'ai essayé de faire des petites comparaisons et tout, mais bon, de toute façon, soyez patates des mêmes pions si vous voulez. J'ai essayé juste de dégager certains éléments, mais surtout, remarquez que l'essentiel ici que j'ai abordé, c'est sur ces traces-là, ou du moins ces pistes-là, sur le plan historique. Remarquez bien dans mes lives, je fais toujours l'effort de donner quelques pistes, de donner des informations pour participer ou bien contribuer à la propagation, si vous voulez. Il faut propager ce savoir-là. Il ne faut pas le garder pour soi, parce que pendant trop longtemps, les gens se sont comportés en Afrique, beaucoup de gens se comportaient comme si la connaissance était uniquement élitiste et était pour une certaine élite. Il faut que ça aille même dans les recoins même de nos villages, que chacun puisse connaître c'est quoi le panafricanisme, que les gens sachent c'est quoi, étant à Yaoundé, c'est quoi la capitale de la Zambie, que les gens soient capables de connaître ce qui se passe au Congo à côté. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons le faire. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Je vais m'arrêter là. Merci à vous. Continuez le partage. Merci Enrico Zionch, Machiche, Cédric Nzonli.